Comme le disaient effectivement nos intervenants, nous allons commencer par un sujet sur l'automatisation. Ce sera le premier sujet du jour. Et le deuxième, ce sera être plus productif grâce aux outils d'IA. Donc, une partie un peu plus pratique, opérationnelle, dans lequel on va sans doute prendre la main sur quelques outils d'IA générative. Donc, je vais vous présenter, et d'abord, je vais peut-être vous partager dans un premier temps la présentation. Je vais automatiser avec l'IA, c'est une conférence pour le coup. On va avoir une partie atelier, donc comme j'expliquais un peu plus rationnel, sur les outils globaux autour de l'IA générative et comment du coup améliorer sa productivité grâce à ces outils-là. On va commencer avec l'automatisation. Je pense que vous êtes peut-être déjà familier un peu de nos ateliers Google Ateliers numériques. Globalement, donc, on propose des ateliers, on fait de plus en plus de essentiels. On propose également une chaîne YouTube qui s'appelle Google Ateliers numériques qui permet de voir ou de revoir certaines de nos formations. Donc on peut les voir en replay. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne. De nouveaux contenus à jour arrivent régulièrement depuis quelques semaines, donc notamment des contenus short autour de nos outils d'IA générative. Donc ça peut être un complément de ce webinaire. Dans tous les cas, la mission reste la même. C'est un programme qui est accessible à tous et surtout sans frais pour aider les Français à monter en compétences dans le numérique. Voilà pour ma partie introductive. Donc, comme j'expliquais, on va parler dans un premier temps d'automatisation. On a jusqu'à 12h30, je crois, donc on a à peu près 1h20. On va sans doute peut-être déborder en fonction des questions que vous avez. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, hyper important, qui me seront sans doute remontées. Et au fur et à mesure, j'essaie de faire la navette entre le chat et la présentation. C'est pas forcément évident, mais j'essaie de répondre globalement à toutes vos questions. Dans un premier temps, le enregistré. Vous pouvez récupérer l'enregistrement sans doute plus tard. Je ne sais pas comment ce sera fait, mais vous pourrez sans doute le récupérer. Dans tous les cas, si vous souhaitez prendre des captures d'écran, prendre des photos de la présentation, vous pouvez le faire également. C'est autorisé en tout cas. Ça c'est pour la partie aussi introductive. Coupez bien au micro. Je crois qu'il n'y a pas de souci. J'entends pas de micro et de bruit parasite. Donc ça c'est super pour que tout le monde puisse entendre convenablement. Ok. Dans tous les cas, en termes d'objectifs, aujourd'hui, sur ce sujet-là, autour de l'automatisation, on va essayer de comprendre le concept même d'automatisation grâce à l'IA et à son fonctionnement. Donc, on va voir que c'est un sujet l'automatisation, c'est un sujet qui existe depuis plusieurs années déjà, hein, sans doute quasiment 10 ans, sans doute plus aussi, mais avec l'essor de l'IA générative, c'est un besoin qui est né un peu de l'essor de l'IA, mais qui existait déjà depuis un petit moment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA a facilité cette compréhension de cette technique et de ces techniques qui ne sont pas forcément très faciles à prendre en main dans un premier temps. On va voir, on va juste essayer de comprendre du coup le concept et les enjeux par rapport à l'automatisation. Deuxièmement, découvrir les outils d'automatisation les plus adaptés à différents besoins. Vous verrez qu'il y a différents types d'automatisation, il y a différents besoins, notamment là-dedans. Vous avez sans doute cas concrets d'automatisation. On ne pourra pas les faire concrètement ici aujourd'hui pour faute de temps, mais je pourrais naviguer avec vous sur quelques plateformes éventuellement qu'on connaît aujourd'hui sans vouloir vous spoiler. Je vais laisser ça pour la fin. On est parti, donc première thématique, hein, comprendre le concept même d'automatisation. Je vais déjà voir dans un premier temps s'il y a des questions particulières, en tout cas. Impeccable. Alors, vous m'entendez bien, vous me voyez bien? Je ne sais pas si le niveau du son et de l'image, tout va bien. Ouais, ok. 5 sur 5, très bien. Super, merci.
Donc, comprendre l'automatisation et l'exploiter. Donc, on est parti sur une petite définition qu'on allait prendre sur OVH Cloud. OVH Cloud qui est un service d'hébergement, qui fournit également du cloud, du nom de domaine. Enfin bref, c'est le numéro 1 mondial et il est français, OVH Cloud, qui nous donne une définition de l'automatisation. Donc, on dit que l'automatisation permet de faciliter plusieurs tâches par la technologie. Concrètement, les entreprises se servent de l'automatisation pour améliorer leur efficacité et leur précision, tout en réduisant les coûts et le stress. Donc, il y a un enjeu effectivement d'efficacité et de réduction des coûts. Les méthodes courantes d'automatisation comprennent l'automatisation des processus et solutions d'automatisation intelligentes comme l'IA et le machine learning. Aujourd'hui, l'histoire de l'IA générative, il est tout à fait possible de commencer un processus d'automatisation par le simple fait de prompter. Donc, on va voir que il est tout à fait possible de créer également ce qu'on appelle des agents IA qui vont avoir une tâche spécifique et qui vont permettre d'automatiser certaines tâches au sein de votre entreprise. Donc, on est bien sur un concept même de facilité, faciliter, automatiser plusieurs tâches, dans toujours le but, encore une fois, je me répète, mais d'augmenter l'efficacité et de réduire les coûts. C'est vrai qu'il y a des tâches, concrètement, il y a des tâches qui sont chronophages, qui nous prennent beaucoup de temps, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur ajoutée. Je crois que vous avez sans doute des tâches comme ça dans votre quotidien. Ça va être par exemple le fait de répondre à des mails, déjà le fait de lire des mails, de répondre aux mails. C'est un temps qui est considérable, mais qui n'est pas forcément ce pourquoi je suis... ça ne correspond pas forcément à mon expertise dans mon métier. Justement, pourquoi déléguer des tâches à l'IA? On a vu par rapport à des gains de productivité, donc améliorer la productivité des équipes en proposant des solutions simples pour des tâches qui sont communes, qui sont communes aux équipes, mais qui peuvent également être liées à une seule personne. Ça peut être également vous en tant que dirigeant, vous voulez automatiser des tâches. Donc ça peut être l'équipe comme une personne, entre guillemets, seule, si je peux dire ça comme ça. La priorisation, effectivement, le fait d'automatiser permet aux employés de se concentrer sur des tâches stratégiques et créatives, donc laisser les tâches à faible valeur ajoutée, afin de se concentrer sur des tâches qui sont à forte valeur ajoutée, elles, du coup, qui vont avoir une dimension stratégique et créative. La standardisation, on se rend compte effectivement souvent, et je pense que vous avez toutes et tous conscience de ça, quand on fait des tâches chronophages et répétitives, ce sont des tâches qu'on peut facilement standardiser, c'est-à-dire qu'on se rend compte que la réponse ou les réponses souvent sont les mêmes, le traitement est souvent le même, ce qui va changer, ce sont simplement les données, sans doute, des clients. Donc, l'idée, c'est de pouvoir standardiser afin effectivement de produire quelque part à la chaîne, donc d'automatiser. Donc, assurer la cohérence des processus, répéter, en automatisant certaines tâches pour limiter les erreurs. C'est vrai que le fait de standardiser certains process limite finalement les erreurs qui sont liées au stress, à la fatigue et autres. Naturellement, on parle de gain de temps. Quand on parle des tâches qu'on va déléguer à l'IA, plus je délègue de tâches à l'IA, plus je gagne du temps, j'augmente ma productivité en limitant le temps passé sur des tâches répétitives. C'est un peu un ensemble qui se complète, mais naturellement, si je gagne en productivité, c'est que j'ai forcément gagné en temps. Ok. Quand on parle des domaines d'application de l'IA, de l'automatisation, juste voir s'il n'y a pas de questions particulières dans le chat impeccable. Donc, domaine d'application de l'automatisation, alors on a différencié deux domaines, mais finalement, si je prends peut-être le cas ici dans l'audience qui est présente, vous êtes peut-être dirigeant d'entreprise, vous êtes peut-être ce qu'on appelle un solopreneur, c'est-à-dire que vous êtes vous-même votre propre patron, mais vous n'avez pas forcément d'équipe derrière vous, vous n'avez pas forcément de salariés, il faut en avoir également, mais dans tous les cas, cette dichotomie perso-pro peut être parfois un peu confuse quand on est un dirigeant solopreneur. Dans tous les cas, en termes d'application personnelle, je dirais en termes de particulier, moi en tant que particulier, on parle effectivement de la simplification du quotidien, l'apprentissage accéléré, la recherche d'informations, l'efficacité. Pour certains qui font de la veille, par exemple, aujourd'hui, vous êtes en recherche d'appartement, c'est mon cas aujourd'hui, je cherche un bien immobilier, vous passez beaucoup de temps sur des plateformes type Le Bon Coin, Se Loger et autres, vous pouvez peut-être automatiser avec notamment des outils comme Google Alert et autres,
mais à automatiser l'apparition de nouvelles offres, par exemple. Donc, des choses qui sont liées, du coup, en l'occurrence, à mon quotidien. En termes de pro, naturellement, lissage des processus internes, donc le fait effectivement d'automatiser des processus internes, la standardisation, on l'a vu, l'optimisation de la relation client, hyper important. Vous recevez des demandes entrantes par jour, par dizaines, et vous allez automatiser toutes ces demandes et les traiter de manière automatique, c'est possible. Ok. Et donc naturellement, le gain de productivité, ça c'est toujours finalement la carotte qu'on attend derrière quand on cherche à automatiser quelque chose. Mais l'automatisation comporte quelques limites, c'est ce qu'il faut dire aussi aujourd'hui. Donc, vous verrez, quand vous mettrez en place des process d'automatisation, je trouve que la première limite, pour moi, à mon sens, c'est la prise en main. C'est-à-dire, ce qu'on appelle ici, là, en point numéro 2, la configuration. Je ne suis pas, moi, expert en automatisation. Je ne pratique pas d'automatisation au-delà de ce que je peux faire dans ma vie en tant que particulier, mais je dirais que je ne mets pas en place des processus d'automatisation tous les jours. Mais ce que effectivement je remarque quand on parle d'automatisation et quand on met en place tout ça, c'est que la configuration peut être parfois un frein. Clairement, maîtriser les outils, ça demande du temps. Voilà pourquoi aujourd'hui, et je vous le dis sincèrement, YouTube est mon allié en termes d'automatisation, c'est-à-dire que je regarde des vidéos de personnes qui automatisent certains scénarios, ok, ou scénarii, et en fonction de ce qu'ils font, j'essaie de faire un peu la même chose. Concrètement, aujourd'hui, c'est ça la différence entre une personne qui se lance dans l'automatisation et une personne qui aurait déjà des scénarios, des scénarii qui auraient déjà pu être mis en place depuis longtemps et qui se seraient déjà exercés là-dessus. Donc, comprendre que concrètement, la prise en main des outils de l'automatisation n'est pas forcément chose aisée. On va les voir en termes de logiciels. La prise en main la plus simple, c'est clairement quand on va automatiser, enfin quand on va chercher à utiliser l'IA générative, et donc ici à prompter. Le prompt est beaucoup plus accessible que une configuration sur un logiciel. Bref, vous verrez que ça peut être parfois une grande limite. Donc ça, c'est la première chose. Enfin, pour moi, la rigidité des processus automatisés peuvent manquer de flexibilité, notamment en cas d'imprévu. Donc c'est une machine, hein, l'automatisation, qui est très bien huilée d'ailleurs, mais s'il y a un grain de sable là-dedans, tout peut, entre guillemets, être compromis. Donc c'est souvent parfois un peu rigide. Donc le manque de souplesse, le manque de rigidité. Deuxièmement, donc la configuration requiert toujours un investissement en termes de temps, mais au-delà du temps, c'est concrètement la prise en main, la connaissance de l'outil. Ça, c'est quelque chose d'important. La surautomatisation, parfois vous allez vous rendre compte que vous voulez automatiser plein de choses, mais finalement le fait de surautomatiser, finalement, crée un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que vous allez passer du temps à mettre en place des paramètres, à faire des configurations, qui peuvent vous prendre plus de temps finalement que le fait de le faire à la main. Ok, donc automatiser un trop grand nombre de processus entraîne un risque de perte, notamment en termes de créativité ou d'innovation. Ça c'est un peu l'effet pervers, mais aussi un effet où je cherche trop à suroptimiser, à surautomatiser parce que je me rends compte que ça marche bien. Je veux automatiser un peu plein de choses, sauf que du coup je passe un temps complexe et un temps long à gérer tout ça. Donc à voir également si c'est toujours opportun. La dépendance excessive, effectivement, hein, donc j'accorde trop d'importance à l'automatisation et on peut ici avoir un risque de perte de compétences humaines. Je ne sais plus faire, j'ai tellement automatisé que je ne sais même plus finalement quels sont les enjeux dans mon travail. Et enfin, la complexité croissante. Alors, effectivement, on se rend compte, vous allez voir que à la fin, je vous montrerai un outil qui finalement vient un peu balayer toutes ces contraintes, notamment en termes de complexité et de configuration. Pareil, je vous laisse je garde le suspense pour la fin. Donc la complexité, effectivement, la maintenance, la mise à jour des processus automatisés peut demander des compétences spécifiques. C'est vrai que, et je me rends compte, et je peux vous le dire, mettre en place un process, un scénario d'automatisation ou configurer, ça peut marcher, ça peut marcher, ça marchera effectivement et ça peut marcher un temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que, enfin, je me rends compte que parfois quand je vais avoir un petit grain de sable dans la machine, je ne vais pas savoir forcément m'en sortir. Donc encore une fois, je vous le dis, hein, les vidéos YouTube, les tutos YouTube sont vos outils aussi. On est là également pour vous aider, mais si vous avez besoin d'aller un peu plus vite, un peu plus loin, parfois les vidéos YouTube sont hyper intéressantes. Okay. Donc la maintenance, la mise à jour
peut être complexe parce qu'en fait, finalement, tous ces outils-là aussi évoluent avec le temps. Ok. Donc, il y a de plus en plus de complexité, notamment dans tout ce qui va être mise à jour, par exemple. Ok. On va voir certains outils dans cette deuxième partie. On va découvrir du coup les outils d'automatisation. Je vais voir s'il n'y a pas de questions particulières. Je vois qu'on est très nombreux sur ici. Impeccable. Très bien. Donc les outils d'automatisation, on va voir du coup les outils d'IA génératifs que vous connaissez, mais qu'on va revoir également dans la deuxième présentation. Et on va voir quelques logiciels qui nous permettent d'automatiser. Donc prenez des notes. Critères de choix d'un outil. Concrètement, quand je vais choisir un outil d'automatisation, je vais vous dire le fond de ma pensée. Ces outils coûtent de l'argent. Donc on ne peut pas. Alors, vous avez bien sûr des fonctionnalités gratuites. Vous pouvez tester ces outils-là gratuitement. Vous avez donc des essais gratuits. Vous avez parfois 30 jours d'essai. Tout dépend des outils, mais vous avez parfois également des tokens disponibles gratuitement. Donc, vous pouvez tester et mettre en place des scénarios gratuitement. Mais c'est vrai que si vous mettez en place une stratégie d'automatisation, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous aurez besoin d'un outil fiable, d'accord. Et ces outils qui sont fiables, et qui sont connus dans le monde d'automatisation, ça coûte de l'argent. Ok, on ne peut pas espérer gagner un temps considérable en termes de productivité sans parfois aussi investir un tout petit peu. Donc le premier le premier critère de choix, parfois c'est le prix. Ok, ils sont plus ou moins accessibles, mais ils peuvent avoir des différences de prix. C'est à vous effectivement de faire un peu votre benchmark en fonction également du budget que vous pouvez consacrer à tout ça. Premièrement. Deuxièmement, les fonctionnalités. Naturellement, les outils, je vous le dis, ils font quasiment toutes les mêmes fonctionnalités, mais parfois, un outil peut être plus intéressant qu'un autre, encore une fois, en fonction de vos besoins. L'accessibilité, certains outils sont plus simples à prendre en main que d'autres. Alors ça, c'est encore une fois très subjectif. Je peux vous dire que tel outil est facile à prendre en main, mais ça ne dépend que de mon avis, de mon expérience. On n'a pas forcément les mêmes avis ni la même expérience, donc je vous dirais de faire votre expérience et de profiter justement des solutions et des tests gratuits qui vous sont proposés donc pour tester 2-3 outils différents. Et bien sûr, la conformité. Assurez-vous que l'outil correspond à vos critères en termes de sécurité, de données personnelles, mais clairement, les outils qu'on va vous présenter respectent les règles de RGPD, même si il faut savoir que les données que vous utilisez, que vous allez utiliser là-dedans, par exemple des données clients, par exemple, c'est à vous d'être en conformité par rapport à ça. Si vous avez récolté ces données-là dans le cadre du RGPD, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir les utiliser dans des processus et dans des logiciels d'automatisation. Encore une fois, le respect de la RGPD incombe à la personne qui récolte la donnée, c'est-à-dire à vous. Ok. Ça permet de faire une petite parenthèse. Dans tous les cas, essayez toujours un outil autant que possible, donc effectivement c'est ce que je vous disais, hein, afin de confirmer que celui-ci sera utile pour répondre à vos besoins. Concrètement, il y a 2 grands outils dans la famille d'automatisation. Faites votre choix par rapport à ces 2 outils-là, ou alors ce qui est possible de faire également, c'est d'utiliser les 2 outils. Encore une fois, ça dépend de vous. Ok. Automatiser des tâches. Pardon, Pierre-Olivier, on a une petite question plutôt d'estimation, une fourchette de prix pour les outils à peu près. Honnêtement, ça dépend. Ça peut partir de quelques dizaines d'euros, enfin une dizaine d'euros à 50, 100, 500 euros par mois. En gros, plus vous êtes gros, c'est-à-dire que plus vous êtes une grosse entreprise avec des besoins importants, naturellement, le coût sera important. Pour des solutions entre guillemets d'entrepreneurs individuels et je crois que les premiers prix sont autour d'une dizaine d'euros par mois. Ok, merci. Avec plaisir. Mais ça dépend encore une fois de vos besoins. Excusez-moi, je vais juste prendre un verre d'eau. Ça dépend de vos besoins aussi. Donc, je vous dirais de commencer par la plus petite des solutions. C'est toujours important de commencer petit parce que l'automatisation, mais vous verrez que vous aurez sans doute au départ, vous voulez automatiser un process. Peut-être que vous verrez que plus tard que vous voulez automatiser 2, 3. Vaut mieux monter crescendo. Vaut mieux aller crescendo, pardon, que de prendre tout de suite une solution qui va un peu être en surcapacité par rapport à vos réels besoins. D'accord.
Et si on doit citer 2 ou 3 pour un Oui, alors pour... je vais citer par la suite. Ok, très bien, merci. Dans une slide ou deux. Parfait. Voilà, Caroline elle aura sa réponse dans le prochain slide. Je vais laisser le suspense. Merci Caroline pour vos questions. Quand on parle d'automatisation des tâches aujourd'hui, donc si on va vraiment sur des outils simples et faciles à prendre en main, vous avez des outils donc d'IA générative que vous connaissez sans doute, comme Gemini, NotebookLM. Alors ça, ce sont des outils de Google. NotebookLM, il n'est pas forcément très connu. On va pouvoir peut-être faire un petit tour là-dessus en deuxième partie. Vous avez ChatGPT naturellement et chinoise. Ouais, il y en a plusieurs, mais en tout cas, ces outils-là vont vous permettre, par exemple, de faire des recherches sur Internet, faire de la veille, des benchmarks, donc d'automatiser un peu tous ces processus-là qui peuvent vous prendre du temps. Rédiger du contenu, on l'a vu, hein, on peut facilement rédiger du contenu important et intéressant et engageant grâce aux IA génératives ou même de la description de produits. Ok, on va voir que je vais faire un petit test avec vous par rapport à ça. Résumer des documents, servir d'assistant de formation ou même d'assistant tout court, ok, et analyser de grandes quantités de données. Ça, c'est aussi des outils qui sont intéressants pour ça. Si je m'arrête juste juste pour vous montrer Gemini, parce que c'est un outil qui est intéressant, qui est gratuit, pas forcément parce que c'est Google, hein, loin de là, mais c'est qu'il offre la possibilité gratuitement de créer justement des agents spécifiques. Donc, vous avez dans la partie de Gemini, ici, vous avez donc le centre où vous allez commencer à prompter. D'accord? Bonjour. OK. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie ici à gauche. Vous allez découvrir les gems. Alors, je vous montre rapidement. Donc, un gem, c'est quoi? Donc, c'est un agent, c'est un robot spécifique. Enfin, c'est un robot. C'est une IA. Donc, dans le jargon, on parle de robot ou d'agent. C'est-à-dire que c'est un robot ou un agent que vous allez entraîner, que vous avez entraîné pour réaliser une tâche spécifique. Concrètement, ici, vous allez voir, j'en ai créé un juste pour le fun, qui s'appelle Patrick, le créateur de contenu Bijou. Ok. Et en fait, Patrick, vous allez voir, donc si je rentre juste dans ces fonctionnalités, voilà, pour vous montrer un tout petit peu. C'est-à-dire que Patrick est un robot, donc vous allez voir que quand vous créez votre agent sur Gemini, donc votre Gems, on peut également le faire sur ChatGPT, mais ça demande un compte payant. Ok. Ici, c'est gratuit, c'est facile à prendre en main, sans doute. Donc ici, vous donnez un nom à votre agent. Donc moi, je l'ai appelé Patrick, le créateur de contenu Bijou. Vous décrivez, ok, vous décrivez effectivement votre gemme et expliquez son fonctionnement. Moi, je l'ai pas fait, mais j'aurais dû le faire. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous donnez à votre robot une instruction. Ok. Et ça, c'est hyper important de le faire. Donc, juste pour lire un tout petit peu, quelles sont les capacités et les objectifs principaux de votre gem et quel style de réponse attendez-vous? Donc, moi, j'ai donné quelque chose de relativement long. Donc, je lui ai dit, voilà, tu es expert en rédaction d'articles dans le e-commerce. Tu es spécialisé dans la rédaction de descriptions produits dans le domaine des bijoux. Tu rédiges des descriptions pertinentes et percutantes, donnant envie d'acheter. Tu es expert dans la création de hooks commerciales, alors j'aurais dû dire hooks commerciaux, et de phrases d'accroche. C'est une accroche qui va donner envie de lire. Concrètement, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok et autres, vous êtes attiré par plein de hooks. Vous savez, ces petites phrases qui vont comme la vidéo, qui viennent développer la vidéo. Comme par exemple, t'en as marre des cookies secs ou tu adores les cookies moelleux. D'accord? Cette première phrase, cette première question va percuter et va vous dire, ok, je m'arrête et je lis le contenu. Donc un hook commercial, c'est ça, donc une phrase d'accroche qui va me permettre de m'arrêter. Tu as un ton professionnel appliqué et tu cherches à toucher une cible de femmes entre 30 et 45 ans. Donc voici du coup l'instruction de mon robot et je lui ai donné du coup quelques photos de bijoux que je vends et également tout mon listing de produits. D'accord? Tout mon listing de produits avec quelques mots, par exemple, si c'est une boucle d'oreille en or, plaqué or, voilà, donc quelques descriptifs comme ça. Et donc ce robot de discussion, donc je l'ai entraîné,
ok? Et je peux l'utiliser aujourd'hui, par exemple, vous avez un produit qui rentre, d'accord? Vous avez un nouveau produit qui rentre, je vais vous montrer rapidement. Vous venez de créer un nouveau produit, un nouveau bijou, ok? Bon, moi j'ai quelques photos, donc je vais pouvoir en prendre une au hasard, ok? Je vais prendre ça, par exemple. Ok, vous venez de recevoir et de créer un nouveau bijou que vous allez vendre, ok? Écrit la description du produit, d'accord? Par exemple. Donc, pas besoin de réexpliquer le contexte, pas besoin de réexpliquer les instructions. Il a toutes les informations à la base, d'accord? Ok. Et j'ai simplement à mettre le produit, d'accord? Je peux en mettre plusieurs d'ailleurs, et je peux lui demander de m'écrire du coup la description du produit. Donc, alors j'ai une description qui est relativement longue, ok? Mais cette description, alors j'aurais pu dire euh, format Shopify, par exemple. Ok. Là, j'ai une description qui est relativement longue. C'est exprès parce que du coup, sur les sites de vente, vous avez sans doute des descriptions parfois qui vont être longues. Ok. Voilà, il me propose une description longue avec un hook commercial, la signature de votre style, nanana. Alors, c'est intéressant de voir que, ok, bon là, je crois qu'il s'est trompé. Il a compris que c'était une boucle d'oreille. C'est pas une boucle d'oreille. Loin de là. Bon, mon exemple est nul. Je suis désolé. Il s'est trompé, il a fait une erreur. Bon, bah, écoutez, comme quoi, vous voyez, ça arrive. Ça arrive de faire n'importe quoi. Mais ici, effectivement, c'est pas une boucle d'oreille, mais ça, c'est un collier. Dans tous les cas, voici une manière du coup de pouvoir automatiser parfois certaines tâches. Pareil, vous pouvez demander de créer un robot pour l'entraîner à faire de la veille, par exemple. Ce qui est intéressant également dans Gemini, c'est qu'il est également possible d'appeler, alors juste pour vous montrer, vous voulez également faire de la veille, vous voulez notamment répondre à automatiser certaines réponses à des mails, ok, hyper intéressant et hyper facile de le faire. Vous allez, si vous êtes un compte Gmail, ce qui, à mon avis, il y a de grandes chances que vous ayez un Gmail, vous cliquez en fait sur Gemini, vous vous connectez avec le même compte que votre compte Gmail, ok, donc en l'occurrence, moi j'ai mon compte ici, et vous mettez arrobase, et vous allez pouvoir appeler, ok, appeler Gmail, donc, ok, bon là je l'ai pas fait parce que je l'ai pas paramétré, ok, mais vous pouvez appeler Gmail et dire à Gmail, va chercher le mail d'Isabelle par exemple, ou réponds au mail d'Isabelle, ou Gmail, peux-tu me hiérarchiser mes 5 mails les plus importants, d'accord? Et donc ça, ce sont des manières effectivement, encore une fois, d'automatiser, ok, mais de gagner du temps, au-delà même de l'automatisation. On est parti. Et pour répondre à la question, du coup, je crois que c'était de Caroline, si je ne m'abuse. Impeccable. Y a-t-il une meilleure que les autres? Alors, Valérie, c'était une question par rapport par rapport aux IA génératives. Y en a-t-il une meilleure que les autres? Juste pour avoir bien les éléments de contexte. Ok. Honnêtement, je ne peux pas vous dire qu'il y en a une meilleure que les autres et je ne serai pas objectif. Clairement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que parmi les 4 IA génératives que nous connaissons, ChatGPT, Gemini, Mistral, je vais même en dire 5, Perplexity euh, et Claude, donc je vais les mettre dans le chat. Hein. Donc, vous avez ChatGPT, Gemini, Mistral, c'est la française, ok, avec le chat. Mistral, Claude, alors Claude qui est une IA américaine et qui est vraiment très intéressante. Et donc j'ai dit et Perplexity. Perplexity, c'est une IA qui est plutôt notamment liée à la partie un peu sourcing, c'est-à-dire que Perplexity est une IA qui va sourcer, comment dire, dont le rôle est de vraiment apporter des sources. Perplexity, voilà, j'ai du mal à l'écrire. Alors, je vais l'outil plus parce que c'est le plus connu, qui était longtemps un des meilleurs.
Aujourd'hui, vous avez le blog du modérateur qui est un blog indépendant qui a testé toutes les IA génératives et selon lui, c'est Gemini la meilleure. Donc celle de Google. Pour être tout à fait sincère avec vous, il y a 1 an de cela, 6 mois de cela, je ne vous aurais pas dit que c'était Google la meilleure. Enfin, en tout cas pour moi. Et aujourd'hui, en tout cas, pour l'avoir testé du coup depuis maintenant 2 ans, 3 ans, l'évolution de Gemini est vraiment assez incroyable. De par son accessibilité, sa gratuité et ce qu'il est capable de faire gratuitement, c'est assez fort. Ok, ça marche. Votre question, votre propre idée, c'est clair que parmi les 5 que j'ai testés, vous trouverez sans doute celle qui vous convient le mieux. Ok. En termes de logiciel, et ça c'est pour répondre à la question d'Isabelle, en termes de logiciel, pour automatiser des tâches et des processus, vous avez des logiciels qui sont les plus connus ici, donc il y en a les 3 que je connais. Du coup, le plus c'est N8N, Make et Zapier, okay, qui sont les 3 outils les plus connus. Make, qui est l'outil qui est dernièrement arrivé, bon, ça fait quand même quelques années, mais qui est un peu l'outil qui a eu le vent en poupe, et qui a le vent en poupe depuis quelques mois. Zapier, c'est l'outil, je dirais, de base, enfin l'outil de base, l'outil qui est un des premiers à émerger, et N8N également, outil également qui a le vent en poupe aujourd'hui. Ces outils-là, offrent un accès freemium, donc vous pouvez les utiliser gratuitement jusqu'à une limite, et ensuite vous devrez passer par une solution payante. Donc ce sont des outils qui sont pas faciles à prendre en main. Je préfère être tout à fait sincère avec vous. C'est pas facile à prendre en main, mais quand ça fonctionne et quand vous arrivez à mettre en place ce que vous voulez mettre en place, ça marche très bien. Donc là, vous pouvez du coup automatiser, par exemple, l'envoi, donc mettre à jour un CRM, votre CRM lorsqu'un formulaire est rempli, par exemple. Vous recevez un formulaire, enfin, vous envoyez un formulaire et il est rempli, vous mettez à jour votre CRM automatiquement, par exemple. Ça peut également vous envoyer des alertes sur Slack ou par mail. Vous avez reçu une demande entrante. Ou encore programmer un post automatique sur les réseaux sociaux. Ça, c'est possible. Donc, vous allez connecter, en fait, ChatGPT ou Gemini à votre page Instagram et vous allez laisser ChatGPT ou Gemini écrire le post Instagram pour vous. Donc, concrètement, N8N, Make, Zapier et if3t sont des outils, on appelle des agrégateurs, ce sont des outils qui vont venir agréger, entre guillemets, d'autres outils. Concrètement, pour mettre en place un processus d'automatisation et pour que ChatGPT puisse créer, par exemple, un post Instagram, il faut que ChatGPT puisse se connecter, entre guillemets, à un agrégateur qui va être Make, Zapier ou N8N, qui eux-mêmes vont se connecter à votre compte Instagram, par exemple. C'est-à-dire que Make et Zapier sont des plateformes qui vont venir agréger d'autres plateformes et mettre en place l'automatisation. Je ne sais pas si je suis très clair. Pour être tout clair, je vais vous montrer rapidement donc la page d'accueil de Make. Alors, c'est un peu pareil hein, sur ces outils-là. Vous avez, vous pouvez mettre en place votre scénario. Vous avez ici la partie scénario. Et vous avez également ce qu'on appelle des modèles ou des templates de scénario. Donc, juste pour vous montrer rapidement, si je vais dans la partie modèle, pour comprendre un peu comment ça fonctionne, je vais pas en mettre en place ici, parce que je n'aurai pas le temps, et ça peut prendre pas mal de temps. Et si je l'avais fait avant, ça n'aurait pas servi forcément à grand chose, parce que c'est très dur à visualiser. Je vais prendre par exemple un modèle, j'en avais un tout à l'heure ici. Voilà, par exemple, ici. Alors non, malheureusement, non. Tac. Voilà. Donc ce template de scénario permet de créer des publications Instagram attrayantes grâce à la génération d'images et la complétion de texte de ChatGPT. Donc ici concrètement, donc si je démarre la configuration, donc en combinant texte et images avec ChatGPT, générer et partager automatiquement du contenu engageant sur Instagram grâce à ce modèle. Donc vous allez avoir deux outils
vont être ici, et Instagram. Donc concrètement, comment ça va se passer? Si je démarre la configuration, vous allez, alors c'est un peu complexe, mais juste pour expliquer un peu, voilà, comment ça fonctionne. Vous avez ici du coup, donc, Make est un agrégateur de plateforme, ok, enfin, est une plateforme qui vient du coup connecter plusieurs autres plateformes. Donc on voit bien ici que dans ce scénario, on va connecter 3 plateformes. On va connecter OpenAI, d'accord, ChatGPT. On va connecter également le générateur d'images, ChatGPT, qu'on appelle Sora. Et on va connecter, bien sûr, votre compte Instagram for Business, donc votre compte Insta. Donc on voit bien que chaque fois, je mets en place un élément. Okay. On demande de choisir par exemple ici, ChatGPT, je vais quel modèle. D'accord. Donc ici, c'est pour générer des images. Je vais prendre par exemple l'outil GPT-1, par exemple. OK. Avec du coup un ordre, un prompt. Créer une image JPEG sur, donc là, je peux mettre en place une catégorie sur des bijoux. D'accord. En lien avec l'article précédent, donc en lien avec l'article 1 qui a été généré ici. Je ne sais pas si vous voyez un peu du coup le schmilblick. Et ensuite, je vais du coup connecter mon compte Facebook. D'accord. Là, je ne vais pas le faire ici. D'accord. Mon compte Facebook et avec, j'ai pas ma page, j'ai pas de page professionnelle, mais si j'en avais une, elle sera apparue ici. Donc j'aurais pu connecter, choisir la page que je veux du coup, sur laquelle je veux publier. D'accord. Donc en gros, concrètement, comment ça se passe? C'est comme ça. Donc on voit bien ici qu'il y a différents outils, et que tout ça se fait sur la plateforme qu'on appelle du coup Make. Donc c'est juste pour vous montrer globalement comment ça fonctionne. Vous avez plein de tutos, notamment sur Make, le site. Vous avez plein de tutos également sur YouTube, où vous allez pouvoir concrètement, si vous avez des difficultés, regarder un peu comment ça se passe. Mais en tout cas, vous pouvez automatiser quasiment tous les process du web. Pareil pour la relation client, donc on peut utiliser que Make, ou Zapier, ou N8N, mais vous avez des outils spécifiques, notamment en termes de relations clients, comme Chris, Landbot, Didoo ou Chatbase, que je n'ai jamais utilisé perso, donc je ne peux pas vous dire lequel est le mieux. Ce que je peux vous dire dans tous les cas, c'est que avec Make, Zapier et d'autres outils, vous pouvez automatiser également votre relation client avec ces outils-là. Donc ça évite de multiplier les outils et donc de multiplier les coûts. Mais dans tous les cas, vous allez pouvoir du coup avoir, si vous le souhaitez, des outils spécifiques. Pareil, accès gratuit avec une limitation et vous devez arriver sur du payant. J'espère que c'est clair du coup. S'il y a des questions, n'hésitez pas du coup à me les poser dans le chat. Merci, j'utilise ChatGPT, mais je vais tester Gemini, d'autant plus que j'utilise les outils Google. C'est souvent ce qui nous amène à utiliser Gemini. C'est vrai que si vous êtes dans une... Enfin, moi, j'ai une suite Workspace, donc on pourrait apparenter à Office 365 de Microsoft, la suite Workspace de Google. Donc j'ai tous les outils donc de travail communautaire et collaboratif. Et c'est vrai que avoir Gemini dans ce pack est hyper intéressant. Donc on peut du coup connecter Gmail, Doc, Slide, Agenda, enfin bref. Par exemple, vous mettez @agenda, programmons une réunion avec Isabelle. Et on envoie avec Isabelle. Quelques cas concrets d'automatisation, après on va passer sur l'autre sujet. Donc faire de la veille concurrentielle, par exemple concrètement une entreprise veut savoir... Pardon, Pierre-Olivier, pardon. On a une petite remarque, quid de Microsoft? Est-ce que les outils de Microsoft sont bien intégrés dans les solutions N8 ou Make? Est-ce qu'il y a aussi des API? Bien sûr, vous pouvez utiliser les outils Microsoft, enfin, vous pouvez connecter des outils Microsoft à Make, Zapier et autres. Et également dans la suite Office, vous avez l'outil Copilot de GPT qui existe. Donc Copilot, c'est l'IA, c'est l'assistant IA de Microsoft, qui marche sous ChatGPT, enfin qui se sert du LLM, du modèle de langage de ChatGPT. Et ces solutions d'automatisation que tu as présentées, est-ce qu'elles proposent aussi des apps mobiles pour faire ce genre de pratique sur téléphone? Oui.
Ok. Mais ça reste plus pratique peut-être sur PC. Concrètement, je vais vous dire sincèrement oui, hein. Enfin, déjà, la prise en main est déjà parfois fastidieuse sur PC. Donc c'est vrai qu'avec son portable, je dirais qu'avec son portable, c'est plutôt pour faire de la mise à jour, pour faire de la Ok. justement pour faire de la veille, c'est-à-dire vérifier si tout va bien, est-ce que j'ai les bonnes données qui ressortent. Mais en tout cas, l'action de configuration, je pense qu'elle ne peut se faire que correctement que sur un ordinateur de bureau. Merci. Très bien. Est-ce plus simple d'utiliser Gemini sur PC ou sur smartphone? Il n'y a aucune différence. Puisque du coup, l'usage de Gemini, ça reste de l'écrit, hein, ça reste du prompt. Hein. Donc, il n'y a pas de différence. En tout cas, l'application Gemini existe et marche très bien, comme celle de ChatGPT, comme celle de Mistral. Je me sers rarement de l'IA générative avec mon portable. Sauf quand vraiment j'ai une question un peu basique et que j'aimerais avoir une réponse rapide. Mais quand je fais un travail de fond, de recherche, de création, clairement, je m'en sers avec mon ordinateur. Mais il n'y a pas de différence entre ordinateur ou pas. Donc, juste pour l'exemple et pour terminer, donc une entreprise veut savoir quand ses concurrents publient des nouveautés, elle configure des alertes et les connecte à un tableau. Chaque fois qu'un concurrent est mentionné, l'information est ajoutée automatiquement à un des documents dédiés. Donc ici, on va connecter du coup donc Google Alerts qui va nous permettre de récupérer du coup de l'information. On va connecter du coup l'alerte à un workflow. Donc on parle d'un workflow, ok, ou d'un scénario. D'un workflow, c'est Meg, Zapier, d'accord. Et on va créer du coup un flux dans Zapier pour traiter les informations. Et enfin, troisièmement, une fois que du coup Make, le workflow du coup a récupéré les infos de Google Alert, il va automatiser le stockage des résultats dans une base, ok, qui peut être du coup un Google Sheet, ça peut être un Notion, ça peut être un Slack, ok, donc il va envoyer du coup l'information sur une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir du coup lire l'information. Ok, donc là, en l'occurrence ici, un Make qui vient du coup connecter Alert, donc Google Alert, avec une plateforme comme Google Sheet. Donc en gros, tous les articles qui sont sortis par Google Alert et qui ont été configurés du coup par moi-même vont arriver sur mon Google Sheet. J'aurai plus qu'à aller sur mon sheet pour aller regarder les informations. En termes de relations clients, par exemple, une entreprise souhaite offrir un service client plus réactif et efficace. Elle met en place une automatisation pour analyser les demandes, orienter les clients et fournir des réponses rapides. Donc là, concrètement, vous allez utiliser un outil qu'on a vu, un Chatbase ou Tidio. Donc là, vous allez analyser les demandes, donc catégoriser les messages des clients, ok, pour voir ce qui est urgent ou ce qui est de la réponse courante, de la requête courante, pardon. Automatiser les réponses, donc mettre en place un assistant IA pour répondre aux questions fréquentes, rediriger vers des sources, et enfin assurer un suivi, donc envoyer des notifications aux équipes support pour les cas complexes et proposer des feedbacks aux clients. Par exemple, ok. Si je prends les grandes entreprises, notamment comme Orange, SNCF, RATP, par exemple, elles ont mis en place directement des chatbots. Donc là, pour le coup, le robot est entraîné pour répondre en langage naturel à des questions qui ont été posées en langage naturel. Et si éventuellement il y a un élément qui est complexe, il est possible de renvoyer l'information à une personne qui sera capable de la traiter. Ok. Générer des réponses à des mails. Hyper intéressant. Donc, une société reçoit régulièrement des emails de ses clients. Elle utilise la connexion entre un outil de messagerie et un assistant pour générer automatiquement des réponses. Donc là, vous allez déterminer des applications à connecter. Ok. Ça va être peut-être du coup ChatGPT, Gemini, vous allez connecter du coup avec votre plateforme de mail, Outlook ou Gmail. Vous configurez du coup votre flux sur Make ou Zapier donc pour envoyer récupérer les emails dont vous souhaitez automatiser les réponses. Donc concrètement, Make et Zapier vont aller récupérer les emails, ok, et vont les fournir à Gemini ou ChatGPT pour que Gemini et ChatGPT puissent lire le mail et rédiger une réponse. Ok. Troisièmement, le brouillon d'email vous est envoyé et vous allez du coup vérifier le brouillon d'email, ok, et l'envoyer si celui-ci respecte bien du coup vos instructions. Donc in fine, hein, ça ne s'en va pas tout seul, mais simplement c'est juste que vous vérifiez que le brouillon d'email est correct avant de l'envoyer et c'est vous qui cliquez sur envoyer, par exemple. Et la gestion de prospects, par exemple, hein, vous avez une entreprise du coup organise un webinaire et les participants s'inscrivent via un formulaire en ligne.
Chaque inscription est automatiquement ajoutée à une base de données et les participants reçoivent un email de confirmation avec les détails du webinaire. Imaginez, vous, par exemple, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, par exemple, peut-être. Donc, on va définir du coup les différents points d'entrée. Donc, ça va être le formulaire, en l'occurrence ici. On va créer un workflow, configurer un Zapier ou Make pour extraire les données des formulaires, tout simplement, et les mettre dans le CRM donc, que vous utilisez. Ok. Ici, on va du coup ajouter un flux pour envoyer du coup des emails automatiques aux nouveaux prospects. Donc, on peut mettre en place un autre outil qui va du coup envoyer un mail de confirmation automatique aux nouveaux prospects. Concrètement, aujourd'hui, dans toute la relation client, tout est automatisé. Vous vous êtes inscrit à une newsletter, vous recevez un mail de confirmation, c'est de l'automatisation. Vous avez fait un achat et vous recevez un mail de confirmation, c'est de l'automatisation. Ok. Tout est automatisé dans la relation client aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ce qui paraît le plus normal. On est tous contents et rassurés de recevoir un mail de confirmation. Ok. Mais il faut vous dire que tout ça est automatisé, clairement. Notification automatisée, c'est toujours un peu la même chose. Ok, je ne vais pas forcément me répéter ici, mais on va encore une fois automatiser potentiellement tout ce qu'on souhaite automatiser. Ok. Question de François Xavier. Par définition, les données email ne sont pas RGPD safe. Je pense qu'on est d'accord. Ça, c'est pas type mec. Mais encore une fois, c'est que je vais vous donner une réponse qui la RGPD vous incombe. Ce qui compte, c'est que les mails que vous avez récoltés, vous les avez bien récoltés. Les données que vous avez récoltées, vous les avez bien récoltées. Est-ce que vous êtes capable de prouver que vous avez mis en place un processus qui respecte les RGPD afin de récolter telle ou telle information? Est-ce que la personne qui vous a laissé des données ou ses coordonnées accepte de recevoir de la communication de votre part? D'accord? Donc, si vous avez respecté, entre guillemets, les règles et qu'elles ont été explicites auprès de l'internaute, par exemple, encore une fois, j'ai fait un achat sur SNCF, par exemple, j'ai acheté un billet de train, je reçois un mail de confirmation, le mail est automatique, mon nom, mon prénom, mon adresse et autres ont été utilisés par SNCF afin de me générer un mail automatique. Mais il s'avère que j'ai autorisé, en téléchargeant l'application SNCF Connect, j'ai autorisé que mes données soient récoltées par SNCF et utilisées à des fins de prospection commerciale. Mais Pierre-Olivier, pardon, la question c'était aussi la notion de transfert de données, vu que la question de François-Xavier c'était comment on transfère l'adresse mail à une plateforme d'automatisation. Du coup, on transfère une donnée à caractère RGPD à un tiers. Quid de la conformité? Est-ce que ces solutions-là sont RGPD friendly en France? Bien sûr qu'elles le sont. Okay. Ce sont des solutions qui sont reconnues et reconnues internationalement et qui respectent effectivement, encore une fois, les RGPD. Mais en fait, ce sont il faut être clair, les RGPD n'incombe pas à Zapier. Le respect de la donnée n'incombe pas à Zapier, n'incombe pas à Make. C'est la personne qui utilise la donnée. Donc c'est François Xavier ou une autre personne. Comment dire, le respect des règles RGPD incombe à celui qui a récupéré la donnée. Zapier ne va faire que transférer une donnée vers une autre. Mais celui qui a autorisé l'échange de données, c'est bien la personne qui a créé son compte sur Zapier ou sur Make. Donc c'est bien le marketeur, ou c'est bien le commercial, ou en tout cas c'est bien l'entreprise qui doit respecter ces règles-là. Mais si les données ont été récoltées conformément aux règles du RGPD, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas les utiliser sur Zapier ou Make. Concrètement, si j'ai volé de la donnée, si j'ai volé un fichier, par exemple, ou si j'ai acheté illégalement un fichier que j'utilise sur Zapier ou Make, la responsabilité n'est pas de Zapier ou Make, c'est ma responsabilité. Je ne sais pas si je suis... Enfin, en tout cas. Lionel, oui, mais comment être certain que ces outils ne collectent pas les données? Elles ne collectent pas les données. Alors, comment être certain que ces outils IA ne récoltent pas les données de nos clients aux USA, car ils sont basés en dehors de l'Europe? Ils sont basés en dehors de l'Europe, mais ils respectent quand même les règles et les critères au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire les critères de la RGPD. Mais je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Comment être certain que ces outils ne collectent pas des données? J'ai pas la réponse à cette question.
malheureusement. Mais en tout cas, au risque de me répéter, hein, je pense que je vais peut-être me répéter, mais non, ces outils-là ne collectent pas plus de données, entre guillemets. C'est-à-dire que les données que vous allez utiliser, c'est vous qui les avez récoltées. C'est pas ChatGPT, c'est pas Google. Si demain vous utilisez par exemple Gemini ou ChatGPT pour répondre à un mail d'un client, par exemple, c'est votre comment dire, c'est votre responsabilité. Peut-être pour assurer quelques-uns en complément de ce qu'indique Pierre-Olivier, N8N qui a été présenté, là on a présenté Make, c'est une solution open source où vous pouvez l'installer vous-même sur une instance que vous hébergez, etc. Bon, ça requiert un peu de compétences techniques, mais en tout cas, en Centre Val de Loire, on a un ensemble d'acteurs numériques qui peuvent vous accompagner dans le déploiement d'une instance N8N privée qui vous est propre. Et donc, tous les flux d'automatisation restent hébergés chez vous. Ça veut dire que le prestataire vous installe un serveur chez OVH ou Ionos ou que sais-je, et que vous aurez votre propre instance N8N que vous pourrez automatiser, etc. Donc, il n'y a pas de transfert à tiers si vous souhaitez vraiment être très sécure sur ces questions-là. Après, ces solutions, aujourd'hui, un grand nombre d'entreprises françaises l'utilisent et souvent ces données sont stockées de manière anonymisée en cas de fuite. Et donc, normalement, il n'y a pas de fuite. En tout cas, ça n'engagera pas vos responsabilités d'RGPD sur ces questions-là de transfert d'adresse mail à des solutions d'automatisation. Juste parenthèse par rapport à la question de Lionel, si vous utilisez un modèle ChatGPT, par exemple Gemini gratuit, d'accord, faut vous dire que il peut avoir un échange de données. Donc, il faut bien avoir conscience que toutes les données que je rentre dans un outil gratuit, okay, il peut avoir un échange de données. Concrètement, si vous voulez être en conformité, ou vous en conformité par rapport à vous-même, mais par rapport à plein d'autres choses, utilisez un outil d'IA avec un compte payant. Okay, même si sur ChatGPT, vous pouvez cocher ou décocher le fait d'échanger de la donnée, également même dans le modèle gratuit. Okay. On a une question de Ryan sur la notion d'automatisation sur Excel. Est-ce qu'il y a une alternative à Python Juste Python pour cela, mais avez-vous d'autres moyens ou outils afin d'automatiser? Honnêtement, essayez du coup les plateformes que je vous ai données. Mais n'étant pas un expert de Python, ni même d'Excel, j'aurais du mal à vous répondre. Peut-être, moi je partage peut-être mon expertise de DSI. Moi j'utilise OpenOffice 365, donc Excel il est en ligne et on peut connecter avec un connecteur N8N ou Make, on peut connecter directement Excel et après effectivement on peut récupérer des lignes, des colonnes ou des lignes de tableau qu'on peut appliquer après des routines directement sur Make avec des IA génératives pour faciliter, voilà, pour faire des macros, pour faire des sommes, des choses comme ça. Ce que vous faites aujourd'hui en dur avec Python, vous pouvez l'automatiser, mais ça implique que vous basculez les fichiers en mode cloud accessible avec votre abonnement 365. Voilà, ouais. Et puis on a Olivier aussi. Ouais, sur un Excel gratuit, effectivement, ce sera compliqué. Mais en tout cas, oui, sur les outils, les plateformes, les workflows qu'on a vus, donc vous appuyez N8N et Make, vous pouvez du coup connecter votre Excel. Et il y a une question également d'Olivier. Alors pareil, je ne sais pas si je vais pouvoir vous aider, Olivier, dans cette question. Bonjour, est-il possible de connecter des agents IA à un ERP industriel sous base SQL, installé en prémisse, OK, pour automatiser des tâches aux réponses clients en allant chercher l'information dans la base SQL? Je crois que oui. D'accord. Je n'en ai pas, je ne l'ai pas expertisé, mais je crois que la réponse c'est clairement oui. Bon, cette question nous revient souvent, Olivier. Beaucoup d'acteurs, en tout cas d'industriels, qui ont des solutions locales privées. Moi, je vous conseille d'installer une instance N8N en local avec vos équipes informatiques. Et vous serez contraint peut-être, voilà, c'est une base SQL, donc c'est assez générique et commun. Vous aurez des connecteurs open source existants pour interroger la base SQL directement.
À défaut que votre ERP propose une API directe, vous pouvez trouver déjà des connecteurs SQL classiques pour lesquels vous puissiez interroger votre base de données en toute sérénité, en toute sécurité. Mais il faudra une instance locale par sécurité pour pouvoir connecter votre ERP. Exactement. En tout cas, ces outils-là sont ouverts. Je dirais ça dépend. Enfin, la clé est chez vous en interne. Impeccable. Merci beaucoup pour ces questions. On va passer du coup à l'autre sujet. Je vois que le temps passe Merci également. beaucoup. Merci pour les questions. On va passer du coup au deuxième sujet, être plus productif grâce aux outils d'IA. Ça va être un peu un format atelier, comme vous pouvez le voir. S'il y a des questions, encore une fois, n'hésitez surtout pas. Le programme, vous le connaissez d'ores et déjà. Ici, en termes d'objectifs, on va essayer de découvrir du coup différents outils d'IA utiles pour la productivité. On va voir, ça va être sans doute une redite de ce qu'on a aussi peut-être déjà vu tout à l'heure. Connaître plusieurs exemples d'application de ces outils et enfin intégrer certains de ces outils dans vos processus. On est parti du coup sur booster sa productivité avec l'aide de l'IA. Donc un outil d'IA, définition vraiment pour le coup basique, hein, un outil d'IA également connu sous le nom d'assistant virtuel ou numérique, est un logiciel qui utilise des technologies avancées pour fournir aux utilisateurs des informations pertinentes et effectuer diverses tâches pour eux, telles que passer des appels ou lire du texte par exemple. Outil d'IA, je pense que on l'a tous, même sans la définition. Okay, c'est un outil qui implémente du coup de l'IA concrètement. Ok. Donc étape par étape, on va essayer de voir comment on peut faciliter son quotidien, professionnel avec l'IA. Donc on va partir sur des problématiques qu'on peut sans doute parfois rencontrer au quotidien. Donc étape numéro 1, comme par exemple la génération d'idées. Ok. Donc on va tout ce qui va être autour du brainstorming, par exemple. Donc les outils d'IA textuels. Alors c'est un terme qu'on n'utilise plus trop, hein, le terme textuel. Ils sont tous textuels, concrètement. Okay, donc les outils d'IA peuvent être d'une grande assistance dans des phases d'idéation d'un projet pour, par exemple, brainstormer, générer des articles de blog ou des titres d'articles, synthétiser un document ou encore s'informer sur un sujet précis de manière interactive. Donc on a du coup ici un exemple de 3 outils qui sont intéressants. Donc Perplexity, comme j'expliquais, donc c'est idéal pour la recherche d'informations. Avec une plus grande précision, concrètement, Perplexity nous permet d'aller un peu plus loin dans le travail de sourcing. Okay, parce que clairement, avant de générer et avant de vous montrer la réponse, il vous montre d'abord les sources qu'il a utilisées. Donc clairement ici, hein, l'intérêt est mis sur la source. Okay. Si on parle des outils d'IA générative comme Gemini, par exemple, ici concrètement, on peut se servir de Gemini pour faire notamment un travail d'idéation, de brainstorming. Et d'ailleurs, vous avez ici dans Gemini, pour ceux qui l'auraient peut-être pas vu, vous avez un assistant en brainstorming, juste là, qui est un James, qui est disponible directement dans Gemini. Ok, donc que j'ai pu utiliser récemment. Ok, donc assistant brainstorming, donne-moi des idées de pique-nique amusantes pour les enfants, par exemple avec des questions qui sont déjà pré-remplies, mais je peux également directement prompter ici. D'accord, donc si je prends la question la basique. Hein. Ok, donc assistant au brainstorming, outil intéressant. On va voir également qu'il y a d'autres outils dans Gemini qui peuvent être intéressants pour tout ce qui va être faire de la recherche de fond. Alors juste pour vous montrer, donc le pique-nique, hein, je ne sais pas si vous avez... Alors il me pose des questions hein, pour savoir, pour donner la meilleure réponse, ça c'est intéressant. Mais pour ceux qui veulent également aller un peu plus loin dans le travail, notamment de sourcing et de recherche, ok, vous avez l'outil qu'on appelle Deep Research ici. Alors, non, je ne vais pas le mettre... ça marche que en flash, voilà. Deep Research. En fait, c'est un outil qui permet de faire des recherches approfondies sur un sujet particulier. Par exemple, si je mets par exemple l'automatisation, par exemple, ok, donc c'est vraiment un test, ok, juste vous le montrer.
Ok, donc ça, c'est pour encore une fois faire un travail de source, brainstorming, par exemple. Ok, je vais revenir dessus tout à l'heure. C'est un travail qui peut prendre beaucoup de temps. Ok, je sais pas s'il a déjà... Voilà, donc il me propose un plan de recherche. Ok, avec trois parties qu'on peut voir ici. Ok, et là, je vais commencer la recherche. Donc ça prend du temps. Donc, générer des idées, Gemini, NotebookLM. Et NotebookLM, on va le voir également tout à l'heure. Je vais vous faire une petite démo de NotebookLM qui est hyper intéressante pour une IA générative. Donc, générer des idées avec l'IA. Donc, choisissez un outil, d'accord. Donc, on l'a vu, on a choisi Gemini, mais Perplexity également marche très bien. OK. Si je vous montre juste Perplexity pour ceux qui me connaissent. Pierre-Olivier, une petite question à ce sujet. Là, ce que nous a montré est intéressant, mais est-ce que l'outil peut travailler une recherche d'aide à la création d'idéation à partir d'un corpus de texte, par exemple, voilà, Ouais. je suis entrepreneur, je lance un nouveau service autour, par exemple, de sport, et je voudrais que développer. Est-ce que je peux charger mon Word ou mon business plan et travailler dessus? On peut, ça veut dire. Ouais, alors, effectivement, concrètement, on peut le faire. Je ne l'ai pas montré, mais effectivement, dans la partie plus, donc dans la partie ajouter des fichiers, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme fichier. Donc, ça peut être du PDF, ça peut être de la vidéo, ça peut être du texte que vous copiez-collez également. Donc là, concrètement, oui, vous pouvez rajouter des éléments spécifiques pour que l'IA garde une sorte de cadre. Ok, ça, c'est hyper intéressant. Mais j'ai encore mieux que ça. Si vous voulez vraiment travailler sur de la donnée que vous possédez, le meilleur outil, c'est NotebookLM. Je vous le montre rapidement. Enfin, je vous le montre. On peut faire un petit arrêt dessus. Alors, c'est un outil de Google, mais honnêtement, enfin, on est neutre chez Google Atelier Numérique. On parle de tous les outils d'IA, comme vous avez pu le voir, on est relativement neutre, on parle de tout ce qui tourne autour du web. Concrètement, j'ai pas vu un meilleur outil que celui-ci dans le travail de synthèse, de résumé et le travail de recherche, mais basé sur nos sources. Concrètement, notre NotebookLM est un assistant d'IA, donc c'est un outil assisté d'IA, qui travaille essentiellement et uniquement sur vos sources. Je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc, vous allez créer un notebook, ok, et on vous demande, avant même de créer votre notebook, de rajouter des sources. Ok, donc d'importer des sources. On peut mettre des sources qui sont liées à notre Google Drive. On peut mettre des sources qui sont liées à un site web, à une vidéo YouTube. On peut simplement copier du texte. D'accord. Si je montre par exemple, je ne sais pas si je vais retrouver ça. Voilà. Ce fichier, ce document, est un document qui fait 3,8 MO. Il doit faire une centaine de pages. Ok. C'est la stratégie nationale bas carbone en France. Ok, comme vous pouvez le voir ici. Hein. Stratégie nationale bas carbone en France. Donc c'est un document de gouvernement qui a été fait pour les collectivités locales, donc qui comporte une bonne centaine de pages, si ce n'est plus. Ok. Je rentre sur ce document-là comme source. Pourquoi il n'a pas pris en compte mon document? Ok. Alors, décidément, j'ai pas de chance avec mes exemples aujourd'hui. Bon, j'avais un exemple qui était là, donc heureusement, super. Donc, j'avais déjà rentré le document dans NotebookLM il y a quelques jours. Il est juste ici. Et dans cette liste-là, ok, je peux rajouter jusqu'à 50 documents. D'accord? Donc, je peux avoir un notebook avec 50 documents. L'intérêt d'en avoir 50, c'est qu'on peut travailler du coup sur beaucoup de documents, mais je peux également cocher ou décocher, en fait, en fonction de mes requêtes, je peux cocher ou décocher mes sources pour qu'ils travaillent uniquement sur une source précise. Donc, j'ai mis le document ici, d'accord, et directement, il me propose un résumé qui est juste là. Ce document présente des extraits de la stratégie nationale bas carbone française, qui est, qui est l'un des deux volets de la politique climatique du pays. Bref, j'ai mon document, j'ai mon résumé qui est là. Il fait 500 pages, hein, le document. Et je peux commencer du coup à réfléchir et à écrire, à prompter. J'ai des questions qui me sont proposées directement là. Par exemple, quelle est l'approche de la stratégie pour concilier la réduction des émissions territoriales et l'empreinte carbone française, par exemple, ou j'ai d'autres questions qui me sont proposées ici. OK.
Si je prends celle-ci, par exemple, quels sont les mécanismes de gouvernance, financement et recherche d'innovation qui soutiennent cette stratégie nationale? Ok, je pose la question, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre la réponse dans mon document. Ok? Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, si, pour répondre à la question de monsieur tout à l'heure, vous avez un document, vous avez des sources, on les met dans notre book LM et on peut commencer, ok, à poser des questions, à brainstormer. D'accord? Donc ici, la réponse qui m'est faite, elle est là. D'accord? Voici un aperçu complet des mécanismes de soutien identifiés dans les sources. Ok, bon, je ne vais pas forcément vous le lire, c'est un peu long. Et on a des points ici, d'accord? Et du coup, on peut aller voir qu'il a pris la réponse dans telle partie du document. Ok. Le plus dingue et le plus fort dans notre book LM, c'est que je peux générer également un résumé audio et un résumé vidéo de mon document. Alors, juste pour faire un peu l'effet waouh, Bienvenue. Aujourd'hui, voici un audio, donc c'est un podcast, c'est un résumé audio qui est issu de mon document. Donc, c'est 8 minutes 37 de podcast, ok, avec 2 personnes fictives qui parlent et qui parlent de mon document. Ok, ça me permet de maîtriser également, parce qu'en fait, on va dire oui, mais du coup, je maîtrise pas mon document parce que je l'ai pas lu. Mais effectivement, donc je peux passer du temps à le lire, naturellement. Je peux également écouter l'audio, si je le souhaite. Je peux également, alors j'avais fait également, je me rappelle, une carte mentale. On est en train d'être faite ici. Je peux générer également un résumé vidéo. Donc là, il va être fait, j'attends qu'il bosse un tout petit peu. Oh mince, j'ai perdu les résumés audio. Ah, il est là. Ok. on se penche sur la stratégie nationale basse carbone, la SNBC française. Bonjour. Oui, un document assez dense, mais essentiel. On va essayer d'en extraire les grandes lignes en se basant sur Bon, je vais passer. J'ai qu'il y a une question ça me permet d'enclencher sur la réponse à la question d'Olivier. Quelles sont les assurances de confidentialité des documents que l'on fournit? Effectivement. Donc ici, la Notebook LM ne lit pas vos documents. Notebook LM ne va pas garder vos documents dans ses sources. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que si je prends une discussion que j'ai faite il y a quelques mois, ok, il garde potentiellement ce qu'il va générer, mais il jette la source. Donc, je peux vous l'assurer ici, Notebook LM ne va pas garder vos sources et vos données dans sa base de données, clairement. Okay, donc, c'est l'avantage de Notebook LM, c'est qu'il ne garde pas les sources qu'on lui donne. Okay, et si vous revenez plusieurs mois plus tard, même semaine après, la source aura disparu. En l'occurrence, celui-ci, je l'ai fait la semaine dernière, donc il est encore frais, il est encore chaud. Mais si je prends d'autres sources, vous verrez qu'elles ont disparu du notebook. Okay, donc, il n'y a pas d'échange de données entre les sources que je donne et Notebook LM. D'accord? Dans tous les cas, si vous avez... Alors, encore une fois, je précise, hein, mais euh, euh, si vous estimez que la source que vous avez ou que la donnée que vous possédez est confidentielle, il n'y a aucune IA, même dans un modèle payant, dans lequel vous pourrez la mettre. Si vous regardez bien dans les processus classés défense, top secret, classés ce que vous voulez, dans les boîtes qui font notamment, ici à Rennes, il y a des boîtes qui font notamment de la cybersécurité, il n'y a aucune source confidentielle ou classée secret défense qui rentre dans l'IA. Donc si vous estimez que vous avez une donnée qui est trop sensible, ben, j'ai envie de vous dire, ne la mettez pas dans l'IA. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans un modèle payant, il n'y a pas d'échange. Dans ChatGPT, en version gratuite, vous pouvez cocher ou décocher l'échange de données. Et dans Notebook LM, il n'y a pas d'échange de données. Mais encore une fois, vous pouvez ne pas me croire à 100%. Dans tous les cas, si vous estimez qu'une donnée est sensible et trop sensible, ben, la mettez pas dans l'IA, clairement. OK? Donc ça, c'est notre Notebook LM par rapport à son usage. Donc la génération de vidéos est en train de se faire. Juste montrer rapidement, du coup, le format carte mentale. Excusez-moi. Donc on a le format carte mentale qu'on peut voir ici. Et donc on peut rentrer à chaque fois, chaque point. OK? Donc ça, c'est encore une fois, c'est une aide à l'apprentissage. Parce qu'en fait, Notebook LM est un outil qui va venir résumer, synthétiser. Super. Mais c'est aussi une aide à l'apprentissage pour ceux qui voudraient du coup maîtriser un sujet sans forcément prendre le temps de passer du temps à le lire. OK. Donc voici du coup pour
pour la carte mentale. Je continue, je vois que le temps nous est compté. Donc, pareil, étape numéro 2, on peut automatiser des tâches. Ah, pardon. On peut automatiser des tâches avec les assistants d'IA, donc on l'a déjà vu tout à l'heure. OK. Mais vous avez également donc, les GEMS, les robots spécifiques de discussion que vous pouvez créer. OK. Mais voilà, vous avez plein de tâches qu'on peut confier du coup à des assistants d'IA. Donc, par exemple, aide-moi à planifier du coup des tâches et à suivre l'avancement d'un projet. On peut également demander à ChatGPT, Gemini de simuler des entretiens d'embauche, ok, par exemple. On peut demander à l'IA générative de m'aider dans l'amélioration, l'optimisation de mon CV. Ça, c'est possible. Ok. Donc, automatiser des tâches. Donc, on a vu ChatGPT, Gemini ou encore Po, ok, sont des outils où on peut du coup demander à l'IA de nous aider à aller un peu plus vite, un peu plus loin. Ok. Bon, ChatGPT, je ne l'ai pas montré, mais vous le connaissez peut-être déjà. Vous avez ce qu'on appelle les GPTs. OK. Donc les GPTs qui sont des robots, qui sont des... Alors c'est marrant, je ne trouve plus les GPTs, je sais pas. Voilà, je pense que je sais pas pourquoi ils sont plus dans mon menu. Bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, vous pouvez du coup explorer les GPT, également les GPTs, qui sont des robots de discussion qui ont été faits spécifiquement pour des tâches spécifiques. Vous avez Canva, qui a fait son propre robot. Vous le connaissez peut-être sans doute déjà. Mais en tout cas, vous pouvez également explorer les GPTs. Vous pouvez en créer un, mais du coup, ça demande d'avoir un compte payant. Donc, en l'occurrence ici. OK. Également, vous avez Atlas, qui est le navigateur de ChatGPT, qui vient d'être créé. Je l'ai pas encore testé, mais vous pouvez du coup vous demander à l'IA, enfin, vous pouvez du coup le tester. Ouais, je vais l'essayer. OK. Donc, c'est un navigateur qui va du coup intégrer du coup de l'IA. Parenthèse, clairement aujourd'hui on dit que dans le milieu, on dit suite à l'apparition de Atlas, on dit que les sites internet et leurs consultations sont vraiment menacés. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant de voir qu'il y a des sites internet qui, depuis 1 an ou 2, qui affichent une baisse de fréquentation, parce qu'en fait, de moins en moins de personnes, du coup, consultent des sites, parce que du coup, l'IA vient agréger en fait plusieurs informations, et donc on n'a plus besoin de consulter forcément un site internet. Et avec l'apparition de Atlas, ce sera encore moins le cas. Ok. Donc ça, on l'a déjà vu. Donc automatiser vos tâches avec les gems. On l'a vu du coup dans la première partie. Générer et éditer des visuels. Donc là, c'est super intéressant. Aujourd'hui, on peut faire des super visuels concrètement qui marchent très bien. Vous avez l'outil Sora. Alors, mais Sora, on ne peut pas l'utiliser sur ordinateur. Ça ne s'utilise que sur mobile. Donc, je vous montre rapidement. Donc, faut la télécharger, l'application Sora. OK. Et donc, ça se n'utilise que sur mobile, si je ne me trompe pas. Et vous avez également, du coup, le Google AI Studio. Pour ceux qui veulent, vous avez Leonardo, qui a été racheté par Canva. OK, donc je vous montre rapidement. Ah non, c'est pas DiCaprio que je veux, désolé. Il y a Leonardo AI qui a été racheté par Canva, donc l'outil de création. OK. Qui marche également très bien, franchement, qui se défend, qui se défend très très bien parmi les mastodontes de l'IA générative. Et vous avez naturellement l'outil Google AI Studio aussi que je voulais vous montrer, qui vient résumer, enfin qui vient combiner en fait, décidément, qui vient combiner en fait la vidéo, la photo. Donc si on va sur Start ici, donc là vous pouvez commencer du coup. Alors voilà. Donc on a du coup les deux modèles les plus connus. Donc vous avez l'outil Banana, donc Nano Banana, qui est pour générer des images, et l'outil VO 3.1 pour générer des vidéos. Voilà, donc si je me sers de Nano Banana, je vais dire par exemple génère une image, je sais pas moi. Alors vous allez voir que il fait bien du coup les voitures.
d'une Porsche sur le circuit. Je sais pas, désolé, hein, c'est un peu mon domaine. Enfin, par exemple. OK, donc là, vous allez avoir l'outil Nano Banana, donc qui est la dernière, le dernier outil créé par Google, et on voit que la rapidité de l'outil est quand même pas mal, gratuit, je précise. Voilà l'image. OK, et ça correspond quasiment incroyable, c'est dingue. OK, donc voici une image que j'ai générée. On voit que ça prend très peu de temps pour générer des images sur Google AI Studio. Par exemple, j'avais peut-être d'autres images à vous montrer que j'ai pu créer du coup avec l'outil, notamment des vidéos aussi. Alors, la force de Nano Banana, et et c'est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez associer deux produits et, et en fait, concrètement, ici, j'avais mis une photo d'un mannequin avec son autorisation, je précise, avec une boucle d'oreille pendante. Ok. Je lui donne une photo d'une boucle d'oreille avec du zirconium rouge, un petit pendentif, donc plutôt façon créole. Et le prompt, donc le mannequin porte les boucles d'oreilles rouges au lieu des pendantes. On peut voir ici qu'il m'a mis les boucles d'oreilles pendantes sur le mannequin. Donc il a enlevé les pendantes, il a mis les créoles. Et ça, c'est quelque chose que peu d'IA arrivent à faire, c'est-à-dire sans perdre l'image d'origine. Alors, on voit quand même que quand on regarde ses doigts, elle a perdu un bracelet, ici, enfin son poignet. Ok. Mais on voit que son visage reste le même. Et beaucoup d'IA ont du mal à reproduire deux images identiques sans les déformer. Donc, Ça peut être très pertinent. Si vous avez un site internet, vous voulez mettre en avant vos produits en conditions réelles, ou des bijoux, ou des accessoires, ou des produits, vous pouvez leur donner vie justement avec ces IA. C'est ça, ça permet de créer de la vie sur vos sites e-commerce, faire des petits shorts. Ouais, très bien. Et l'image, par exemple, celle-ci, c'est l'image initiale du mannequin. On s'assure des droits, on s'assure qu'on est propriétaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de remise en cause après de l'exploitation de toutes les images générées. On reste, ça veut dire, on peut les exploiter sereinement sans. Alors, effectivement, moi dans mon cas de figure, cette personne-là, ce mannequin, j'avais fait signer un droit à l'image, c'est-à-dire que elle a posé effectivement pour nous, et toutes les photos qui ont été utilisées, enfin qui ont été créées du coup, elle a donné son accord pour un usage commercial, marketing, donc, notamment sur les réseaux sociaux et autres. Donc, et je lui ai demandé avec son accord si je pouvais les mettre dans l'IA pour faire des tests, donc elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Donc, assurez-vous bien d'avoir le bon respect notamment des droits à l'image. Effectivement, ouais, ça c'est hyper important. Est-ce que l'historique de nos recherches sur Google AI Studio est conservé? Oui, c'est conservé. Parce que du coup, moi, j'ai pu le garder. Du coup, ici, on a mon historique de prompt. On peut les effacer. Alors, ils sont conservés dans votre drive. Hein. D'accord? Donc, encore une fois, on est sur quand même un vase clos. Parce que moi, je suis avec mon compte pro Google, et tout est dans mon drive. Donc, je peux retrouver mes prompts et ce que j'ai généré du coup par le passé. D'accord. J'ai montré une vidéo, mais je crois qu'elle elle marche plus. Ok. Donc ça, c'est encore en phase de... Enfin, c'est un peu une phase de test, Google AI Studio. Ça évolue encore beaucoup. En tout cas, si vous voulez du coup essayer, c'est gratuit, et ça peut du coup pas mal vous aider. Donc on a vu créer des visuels, éditer des visuels. Ce qui est intéressant avec AI Studio, avec d'autres IA comme Sora, c'est que vous avez un produit, par exemple, que vous voulez animer. Vous avez un produit, je sais pas moi, un parfum ou que sais-je, une création que vous avez fait, et vous voulez l'animer dans un décor engageant pour créer des posts pour les réseaux sociaux, c'est parfait. Ok, c'est vraiment parfait. Ne pas oublier que l'IA reste un assistant, d'accord? Donc c'est pas là pour vous remplacer, mais c'est là pour vous aider à aller un peu plus vite, un peu plus loin.
Donc, encore une fois, c'est vous qui êtes maître de votre créativité. Attention également, l'IA peut se tromper. On l'a vu tout à l'heure avec le test que j'ai fait. L'IA s'est copieusement trompée. Donc, à vous de vérifier, dans tous les cas, ce que l'IA peut générer du coup. Est-ce que l'IA générera pour vous? C'est votre singularité, votre originalité qui font la différence. Donc, l'IA n'a pas de conscience et n'a pas de créativité en tant que telle. La seule chose que vous allez du coup lui indiquer sera du coup la base de son travail. C'est-à-dire que si vous demandez un fond avec tel ou tel élément, c'est votre créativité, c'est vous qui l'avez imaginé ce fond-là. L'IA va le générer pour vous, mais du moins les éléments créatifs, ce sont vous qui les donnez. Même si l'IA peut être aussi une source de brainstorming intéressante, mais derrière, c'est vous qui avez la main sur cet aspect un peu créatif. Et vous pouvez également, derrière une création faite par l'IA, rajouter votre touche personnelle. Bien évidemment. Ok. Je vois qu'il y avait des questions pas mal par rapport à tout ça. Si j'utilise des images perso, mes images ne risquent-elles pas d'être utilisées par ailleurs par l'IA sans mon autorisation? C'est un peu la même question et c'est un peu la même réponse. Je suis désolé, Olivier. Il y a un risque si ces images-là, si le modèle est un modèle gratuit, il y a un risque, naturellement. Mais en fait, il faut savoir un truc, c'est que les IA génératives marchent sur ce qu'on appelle des modèles de langage. Et les modèles de langage marchent ou s'abreuvent de milliards de quantités de données. Vous avez peut-être, Olivier, un compte Facebook, vous avez peut-être un compte Instagram, vous avez peut-être un site Internet. Il faut savoir que tout ça, tout ce que vous avez publié sur le web depuis 20 ans, même mon Skyblog que j'avais quand j'avais 14 ans, ok, ont alimenté l'IA. D'accord? Toutes les données du web, tout ce qui était publié sur le web alimente l'IA. Mais c'est vrai qu'effectivement, si vous ne voulez pas que vos images perso puissent potentiellement être utilisées par une IA, privilégiez des IA du coup payantes. Concrètement, ouais. Okay, au risque de me répéter, mais c'est un peu la même réponse. Oui, donc là, j'ai répondu à cette question. Est-ce que l'historique de nos recherches sur Google et Studio sont conservés? Oui. Mistral AI s'appuie sur flux pour l'image. Oui. Mais les images générées par Mistral, j'ai testé, ça marche plutôt bien. C'est peut-être moins bien que Sora et AI Studio. Et Nano Banana, ouais, je trouve, en termes de qualité. Entre navigateur classique et utilisateur navigateur AI, pas le même impact carbone. Je n'en sais absolument rien, malheureusement. Quelles sont les assurances de confidentialité des documents que l'on fournit? Donc ça, effectivement, j'ai déjà répondu. Donc dans notre BookLM, il n'y a pas d'échange de données entre l'outil et autres. Ok. Merci Cassandre, pardon. Ok. C'est sûr que ces outils-là ont un impact carbone, une empreinte carbone, ça c'est sûr. Ce qu'il faut vous dire, c'est que en France, par exemple, les data centers qui sont utilisés respectent et font plus d'ailleurs que les normes européennes aujourd'hui. Il faut savoir que les data centers en France sont refroidis sur des circuits fermés et ce n'est pas de l'eau potable qui est utilisée pour les refroidir, par exemple. Okay. À Marseille, c'est l'eau de la mer qui permet de refroidir les data centers de Google, par exemple. Mais oui, il y a toujours un impact, mais on cherche et on tend vers une efficience quand même. Juste pour donner une comparaison, en fait, pour bien comprendre également les enjeux, c'est qu'aujourd'hui, avec l'IA, vous pouvez réaliser des films. Vous pouvez faire un court-métrage, avec l'IA, même un long-métrage. Si vous mettez ce même long-métrage et que vous le réalisez en vrai dans la vraie vie, l'impact en termes d'émissions sera considérablement supérieur à celui qui est utilisé par une IA. Parce que, du coup, naturellement, faire venir des personnes, enfin bref. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on tend vers une efficience, on tend vers quelque chose de plus efficient, même si c'est pas forcément toujours le cas, mais on essaye. En tout cas, merci. Je crois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions. Moi, j'ai une question, Pierre-Olivier. On voit que quand même le marché est très fragmenté, il y a énormément de solutions, tout le monde essaye de se positionner sur des niches, mais si tu peux nous recommander quelque chose d'un peu plus
consolider, peut-être, est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui qui est un peu, on peut répondre à 80 ou 70% des activités, à la fois graphique, texte, voilà. Est-ce que l'univers aujourd'hui de Gemini, est-ce que c'est l'univers de ChatGPT puisse répandre quelque chose de consolidé? C'est quoi aujourd'hui, toi, ton appréciation? Comment tu vois l'usage? Parce qu'il n'y a rien, énormément d'outils. On voit que tous les jours il y a des nouveaux. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme conseil à nos participants aujourd'hui s'ils doivent choisir une plateforme unifiée? La question à $1000. Ouais. À 1030. Honnêtement, il y a que deux, enfin pour moi aujourd'hui, à mon sens, il n'y a que deux outils qui ont vraiment ce côté multimodal. Parce qu'en fait, il faut comprendre que le modèle d'IA générative, à la base, c'est un modèle texte-to-texte. Je donne du texte et il me répond du texte. Aujourd'hui, ChatGPT, enfin OpenAI du moins, et Google sont vraiment les meilleurs dans cette notion de multimodalité. C'est-à-dire qu'on est capable de générer de la vidéo, de la photo, du texte à partir de texte, mais également à partir de vidéos ou à partir d'images. C'est-à-dire que toutes les entrées possibles, même le son, j'ai oublié de parler de l'audio, toutes les entrées possibles aujourd'hui sont acceptées dans ces outils qu'on appelle multimodaux, OpenAI, ChatGPT et Google. Ce sont les deux outils qui, pour moi, offrent cet aspect vraiment complet. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, moi, je vais être tout à fait sincère avec vous, je ne me sers que des outils de Google, notamment dans AI Studio pour générer pour faire des applications, par exemple, ok, pour générer des images, générer des vidéos, de Gemini pour tout ce qui va être génération et Deep Research, tout ce qui est recherche de fond. Ce sont pour moi les deux outils. J'aime beaucoup Claude pour tout ce qui va être dans les réseaux sociaux. Je trouve que Claude écrit très bien les posts pour les réseaux sociaux et je trouve que c'est le meilleur. Et bien sûr ChatGPT, OpenAI. Voilà, pour moi, ce sont vraiment les deux outils. Il y a Claude qui est vraiment un outil qui tient à dragée haute. Bien sûr, il y a Mistral, l'outil français, mais qui ne sont pas assez multimodaux par rapport à ChatGPT et Google. Merci beaucoup. On a une question d'Olivier sur l'aspect contractuel. Toujours un peu la même question. L'assurance de confidentialité que l'on pourrait avoir en payant repose sur le contrat avec le fournisseur d'IA, oui. Sur quels moyens technologiques cela repose? Je n'en sais absolument rien. Y a-t-il des IA qui semblent donner plus d'assurance sur la confidentialité? Je cherche des IA qui reposent plus là-dessus. Je n'en ai pas, à mon sens. Je n'en ai pas, à mon sens. En tout cas, effectivement, la question est, elle se cherche. Sachez que, par exemple, Microsoft, dans sa version professionnelle 365, au-delà d'une option d'activation qui est dans Office, vous avez contractuellement avec votre intégrateur Microsoft la possibilité de cloisonner votre instance copilote, mais ça a un coût. Il faut compter, voilà, c'est par user, il faut compter une centaine d'euros par utilisateur. Donc, si vous êtes dans une entreprise à 1000 utilisateurs, on est sur des 100 000 euros par mois pour avoir une instance privée. Donc, par exemple, les grandes banques réfléchissent aujourd'hui à ce genre de cas de figure, mais du coup, les coûts financiers, le coût d'accès à ces technologies privées, privatisées est très cher. Il faut se poser la question. Quelles données vous souhaitez utiliser dans l'IA? Si elle est de commun, si c'est dessus du grand public déjà, ça veut dire de la veille, des choses qui existent déjà sur Internet, profitez-en. Mais si c'est des données confidentielles chez vous, brevets, peut-être des modèles de design de produits en rupture, soyez très vigilants dans le partage. Parce que vous n'avez pas une garantie contractuelle que ces données ne seront pas entraînées, serviront pas d'entraînement pour l'IA générative. Et ça, seulement les clauses contractuelles qui vous lient avec votre prestataire qui peuvent faire office, voilà, en cas de litige, voilà. Donc, soyez très vigilants. Mais 80% de vos usages, soit reformulation de mail, captation de données, restent quand même du grand public. Donc, n'hésitez pas à tirer profit du témoignage de Pierre-Olivier sur ces technos-là qui sont assez variés, pour tester un petit peu et voyez un peu votre équilibre en matière d'automatisation. Vous pouvez aussi anonymiser les données. Si jamais vous souhaitez utiliser des données confidentielles, simplement barrer un nom
ou couper une information, c'est aussi dans votre, enfin c'est possible. Donc encore une fois, moi je pense que les protocoles par rapport à l'usage et par rapport aux données, en termes d'usage de l'IA, c'est des protocoles qui vous incombent. Et je pense que c'est vous qui devez réfléchir à ça. Il y a toujours un risque. Nous, on ne va pas vous dire qu'il n'y a pas de risque. Il y aura toujours un risque, même dans un modèle payant. Si vous estimez que ces données-là sont trop sensibles, ne les mettez pas. Ou alors vous avez un protocole particulier. France Travail, par exemple, a créé France Travail GPT, ou un truc comme ça, grâce donc avec Microsoft, ils ont créé un robot de discussion spécifique qui respecte la confidentialité du coup des agents et des administrés de France Travail. Et c'est un outil qui a été développé pour France Travail, mais qui a dû coûter, à mon avis, comme le disait du coup Hassoun, extrêmement cher. Extrêmement cher. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Merci beaucoup pour vos questions. Merci, je ne sais pas pu répondre à tout. Je suis navré, je m'en excuse déjà. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup. Et retrouvez-nous sur la chaîne YouTube si vous voulez revoir certaines de nos formations. Et je vous dis sans doute peut-être à très bientôt. Merci à tous. Merci Pierre-Olivier. N'hésitez pas à vous rapprocher d'Isabelle ou des équipes Marvel Table si vous avez un projet IA en région et vous souhaitez avoir des réponses ou d'accompagnement sur mesure sur votre projet de déploiement IA. Nous aurons plaisir de vous accompagner gratuitement, bien sûr, et sans reste à charge. Et bientôt, nous vous partagerons le lien pour revoir ce webinaire en replay. Voilà, donc il y a le petit QR code, effectivement, si Isabelle peut le partager. N'hésitez pas à faire votre diagnostic numérique. Nous vous proposons un accompagnement gratuit avec nos partenaires CC, CMA, en fonction de votre positionnement d'activité. Et nous aurons le plaisir de vous accompagner dans votre transition, et en particulier sur l'IA, avec aussi notre partenaire Google Atelier Numérique, pour mettre en place un POC ou une expérimentation autour de l'IA générative dans vos business. Donc n'hésitez pas. Ce n'est pas un 3615 code LVDH, mais voilà, vous avez un petit QR code qui vous permet de, voilà, grâce à un petit questionnaire, vous positionner en votre maturité numérique et on puisse nous engager avec vous un parcours d'accompagnement. Alors, merci à tous également, et je rappelle que toujours dans le cadre du Loire Valley Data Hub, nous avons un autre webinaire qui aura lieu vendredi. Donc, 6 novembre à 11h, sur contrôler vos données, la dématérialisation, l'automatisation et la sécurité de vos données. Merci encore. Merci à tous. Très bonne journée. Bon appétit. Également, merci encore. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est jeudi 6, tout à fait. C'est le jeudi 6. Merci Majda. On va regarder Pierre-Olivier peut-être quelques instants. Si tu peux arrêter l'enregistrement, s'il te plaît, Isabelle. On va libérer nos participants qui étaient très nombreux. Merci à eux. On a eu beaucoup d'interactions.